question à 10 balles. Avec tout ça, pourquoi ne pas... Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de remonter une revue, vu que j'ai cru comprendre que tu avais les droits, en tout cas, tu as les droits du terme, enfin, je veux dire, de midi minuit. Ouais, voilà. En fait, pourquoi pas la relancer? Est-ce qu'il manque de matériaux aujourd'hui pour... Alors, faire des numéros inédits de midi minuit, je serais d'abord tenté de dire qu'on est déjà en train de le faire dans l'intégrale. Ça, c'est la première chose. D'accord. Mais justement, pour aller plus loin, alors je dirais, après. Pour aller plus loin, faut déjà aller au terme. Ouais. Faut déjà aller au terme. Ça, c'est la première chose, parce que c'est un boulot monstrueux et c'est intense, physiquement, etc. J'en conviens. Donc la première des choses, avant d'envisager une suite, ce serait ça. Après, peut-être, pourquoi pas, ouais, c'est vrai que on va déjà dans le numéro 4, on va éditer pour la première fois le numéro 25-26 qui n'avait pas été publié. Et pour quelle raison ? Un numéro inédit. Parce qu'Eric Losfeld, qui était l'éditeur de Midi Minuit, avait d'énormes problèmes de censure, donc procès sur procès. Ah, oui. C'était un des francs-tireurs de l'édition, c'était l'éditeur de Emmanuel Arsan, des surréalistes, littérature érotique. Donc procès sur procès. Et à un moment donné, il a fait faillite. Donc Midi Minuit, plus d'éditeur, le dernier numéro. Et personne n'a voulu reprendre le flambeau. Ça correspondait au moment où Michel Caen, lui, avait déjà créé Zoom parallèlement et il s'est consacré à Zoom. Jean-Claude Romer, lui, s'est consacré à Monsieur Cinéma. Oui, chacun est parti sur des aventures différentes. Donc, chacun est parti sur des aventures différentes. Et puis, quelque part, ils avaient gagné déjà un peu leur combat, parce qu'il faut voir qu'à la fin des années 60, c'est le moment où Télérama, les cahiers du cinéma se mettent à dire, par exemple, que Terence Fisher est effectivement un grand auteur, moderne, etc. Je suis d'accord, donc il y a peut-être deux choses. Mais moi, je trouve que c'est paradoxal, c'est que dans une période avant 68, malgré tout, la revue existe, elle creuse son sillon et elle draine avec elle une génération et une nouvelle vision, on va dire, de ce cinéma-là. Et après 68, il y a procès sur procès, et c'est alors qu'on est censé être dans une période plus libertaire. Ça, c'est tout le paradoxe de l'époque. Ça, c'est le paradoxe. C'est vrai pour Midi Minuit, mais c'est vrai pour des tas d'autres domaines dans l'édition, etc. Quand même. Mais c'est l'un des... Voilà, c'est que il y a une bataille culturelle qui a été gagnée, mais les vieux cons étaient toujours au pouvoir quand même. Ah, je veux dire, dans les commissions de censure, dans les... etc. Et quand tu me dis pour Télérama et tout ça, est-ce qu'il n'y avait pas déjà une sorte de réappropriation déjà alors, Si, bien sûr. Et donc, du coup, est-ce que pour Midi Minuit, il n'y avait pas plus de difficultés à sortir de l'ornière, ou en tout cas à continuer Ils auraient pu continuer. Bien sûr, ils auraient pu, mais... quelque part, je pense qu'ils avaient le sentiment du devoir accompli, et puis de se dire, bon, il y a peut-être d'autres objets maintenant que le fantastique à aller découvrir ou à aller défendre, etc. Ils ont été dans cette démarche-là. Si c'était pas un reniement du tout. Non, je comprends. Et puis c'est l'époque où aussi il y a une relève, c'est-à-dire qu'il y a plein de fanzines qui apparaissent, il y a des revues Parmi les fanzines, il y en a qui vont devenir de vraies revues, comme Mad Movies, par exemple. Qui font le lien. Voilà, qui vont faire le lien, qui vont transmettre jusqu'à aujourd'hui cette cinéphilie fantastique qui est née. Et Mad fait un peu le lien, entre guillemets, avec Starfix, début des années 80. Oui, voilà. Alors après, c'est différent. Bien sûr. Sauf qu'on est dans la même... Je trouve qu'avec Starfix, avec tout ce que je viens d'entendre, on est un petit peu, je trouve, sans vouloir faire un parallèle un peu oiseux, on est quand même dans un défrichage aussi de Starfix, d'une cinéphilie, en tout cas de genres qui sont plus ou moins, on va dire, mis de côté par la presse traditionnelle. Oui. Et il y a un vrai héritage chez Starfix qui vient de Midi Minuit, très clairement. Voilà, si on pose la question à Christophe Gans, il dit la revue préférée de tous les temps, c'est Midi Minuit. Voilà ce qu'il dit. Et à la fin des années 80, début des années 90, il y a une réappropriation, on va dire, de tout ce que Starfix a défriché, jusqu'au cinéma asiatique, qui était très peu connu, et qui a été récupéré après par la suite, et qui fait aussi que, bon, après, la revue en elle-même a son histoire, mais qui fait aussi que peut-être que la revue a plus de mal à sortir de l'ornière, en fait, à devenir un peu, à rester original, je dirais, quelque part. Voilà. Même si je pense pas que c'était leur but, mais que in fine, moi je pense que Midi Minuit, la façon dont tu le parles, c'est à mon avis pas une des raisons, mais c'est une des grilles de lecture, on va dire, voilà, parmi tant d'autres, à mon sens. Et donc aujourd'hui, malgré la crise de la presse et le tout Internet et tout ça, est-ce qu'il y aurait la place, d'après toi, pour justement... Oui, il y aurait peut-être la place, parce que, en fait, Midi Minuit, quand on dit revue, il faut bien voir que la première année, il en sort 3, après il en sort 2, puis après c'est un par an, grosso modo. Donc en fait, c'est une publication périodique, mais pas régulière. Ça, c'est une première chose. Il y aurait la place pour imaginer une belle publication annuelle, par exemple. Donc on pourrait imaginer un numéro 27 plus tard. Mais si c'était le cas, ce qu'il faudrait faire,
je me place vraiment délibérément au conditionnel parce que c'est pas du tout à l'état de projet actuellement. Tout à fait, là, on s'amuse à rêver. Allons-y. C'est bien de rêver des fois. Ce qu'il faudrait faire, ce serait avoir le regard midi-minuit, parce que c'est le regard midi-minuit qui est moderne. Voilà, ce regard posé sur le cinéma. Voilà, cette manière d'aimer les mythes, de s'identifier aux mythes et de vivre les mythes, quelque part, c'est ça. D'avoir foi dans la toute-puissance de l'imaginaire, c'est ça, c'est-à-dire ne pas confondre l'imaginaire et le réel. C'est une chose dont on a particulièrement besoin aujourd'hui, surtout après les événements qu'on vient de vivre. Je pense que c'est l'antidote, précisément, est là, parce qu'on a affaire à des gens qui ne comprennent rien à l'imaginaire et ni toute notion d'imaginaire, confondent complètement le réel avec eux. Bref. Voilà. Oui, encore plus, encore aujourd'hui, on est d'accord. Donc, un numéro 27 de Midi Minuit, ce serait avoir foi dans la toute-puissance de l'imaginaire, mais appliquer ce regard-là sur des objets actuels. Bah oui, bien Parce sûr. que Midi Minuit, c'était le refus. C'est ça la gageure. Le numéro 1, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'était un refus de la facilité qui aurait consisté à dire nous aimons le fantastique, regardez les films formidables qui se faisaient il y a 30 ans. Oui, bien sûr. Non, le numéro 1, c'était un spécial Terence Fisher, c'est-à-dire c'était l'actualité brûlante du genre. Et c'est ça où je veux en venir. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a le matériau, il y a le matériel, enfin je ne sais pas comment dire ça, est-ce qu'il y a le matériau cinématographique pour pouvoir... Bien sûr, on peut trouver des objets. Alors, je ne pense pas du côté des énormes blockbusters actuels, parce qu'il y a une telle industrialisation des choses qui rendent les choses moins attractives ou moins excitantes, tout simplement. Voilà, mais cela dit, il peut y avoir des choses bien. Oui, sans dire. Il ne faut pas généraliser surtout, d'accord. Mais il y a des films fantastiques extraordinaires qui sortent tous les ans. Je ne sais pas, cette année, It Follows, c'est formidable. On est d'accord. C'est un très grand film fantastique. On est d'accord. Voilà. Alors là, 100%. Il y a des séries très intéressantes. Si on prend Penny Dreadful, c'est midi-minuiste jusqu'au bout des ongles. En fait, il faut aller les chercher, tout simplement, de la même manière qu'aller chercher les objets qui n'étaient quand même pas dispo non plus comme ça. Quand ils vont découvrir Fantasmagorie, quand ils vont découvrir Fantasmagorie, fallait aller le chercher à l'époque. Mais je pense qu'aujourd'hui, le journalisme de cinéma, en tout cas, est un journalisme très fainéant, en fait. Parce que comme on est à l'heure d'Internet, on se déplace plus, on fait plus rien, on se contente, je vais pas déballer, on va dire le linge sale, un truc, mais on se contente d'être invité au junket, de faire 3 minutes d'interview, on est ballotté à droite à gauche par les maisons de prod ou par les distribs, et puis voilà quoi, donc c'est normal que ça périclite. Et je pense que Midi Minuit ou des revues de cette époque-là, mais plus Midi Minuit, parce qu'on en est là aujourd'hui, aller à la rencontre et se confronter et le vivre, puisque tu l'as dit tout à l'heure, on traverse le miroir. C'est ça. Et donc aujourd'hui, c'est vivre des aventures cinéphiles au diapason de celles vécues par les héros sur l'écran. Et quelque part, moi j'ai le sentiment de m'inscrire dans cet héritage-là quand je fais l'intégrale, parce que c'est pas juste une réédition, c'est pas juste une restauration, etc. Mais quand, par exemple, le fait de m'occuper de ce truc-là finit par aboutir un soir, en rentrant chez moi début juillet, par un coup de fil énigmatique, une voix féminine en anglais qui me dit « Hello, Barbara Steele speaking, I just arrived from LA », et que le lendemain, je me retrouve face à elle dans un café dans le 6e arrondissement et que je soutiens les yeux du masque du démon pendant 2 heures et que loin de pouvoir lui poser toutes les questions que j'aurais voulu lui poser, finalement c'est moi qui me retrouve bombardé de questions sur la ressortie de Midi Minuit. Et bien voilà, moi aussi j'ai ma petite traversée du miroir et quelque part je pense que s'inscrire dans l'héritage midi-minuiste en tant que journaliste aujourd'hui, c'est aller au-devant de ce genre de rencontres, aller au-devant d'aventures de ce genre-là. Et s'il y a lieu d'écrire quelque chose ou de raconter quelque chose de l'histoire du cinéma qui se fait aujourd'hui, mais finalement, ces choses-là, c'est effectivement pas les rencontres de 3 minutes pour aller voir Star Wars à Los Angeles et d'apprendre à la dernière minute que finalement, non, vous ne verrez pas Star Wars, mais vous aurez le droit de poser 3 questions à Chewbacca. Tu vois, c'est une forme, je pense, d'épanouissement personnel. Donc ça fait un truc. Donc c'est pour ça que je te dis ça, parce que je me dis qu'à la fin du 4e volume, il risque d'avoir un petit vide. Donc voilà. On verra ce que donnera la suite. Bon, merci Nicolas. Merci vraiment.